Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Voilà, donc c'est avec vous que nous allons examiner ce Brexit. Voilà, il y a 9 ans, le 23 juin 2016, les Anglais votaient pour quitter l'Union européenne. C'est un chemin long qui a été parcouru. Ils mettront 4 ans avant d'y arriver, puisque c'est en janvier 2020 que c'est enfin signé. Quelles sont les leçons que vous tirez, vous, du Brexit, ou en tout cas de ce référendum sur le Brexit 9 ans après? D'abord, l'existence même du référendum qui nous est interdit. Je rappelle que Macron, dans une interview à la BBC en 2018, avait dit s'il y avait le même référendum en France, on aurait le même résultat, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne. Et nous avons célébré il y a quelques semaines les 20 ans du dernier référendum auquel on a eu droit, 20 ans, qui n'a d'ailleurs pas été respecté. C'était sur la Constitution européenne, bien sûr. Deuxièmement, je rappelle que pendant toute la campagne, on nous avait annoncé que ce serait la catastrophe absolue. Alors, j'ai regardé les derniers chiffres du Royaume-Uni pour préparer votre émission. Cette année, les prévisions de croissance sont le double de la France, 1,3 contre 0,6% pour la France. Ils ont un taux de chômage de 4,6%, on est au-dessus. Depuis quelques années, le SMIC britannique, ce qui n'était jamais arrivé, est maintenant supérieur au SMIC français. La part en richesse de l'industrie britannique, ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs décennies, est supérieure maintenant à l'industrie française. Et ce qui est un gros point noir au Royaume-Uni, l'immigration a été divisée par 2 l'an dernier, elle a baissé de 50%, et elle va encore baisser de 50% cette année. Alors elle est partie très haut, donc on est encore dans des chiffres qui sont bien trop élevés, et c'est sûrement un point qui pêche terriblement. Mais ce que je note là-bas, c'est que les Britanniques, en tout cas, n'ont pas de sentiment de regret. Je pense qu'ils ont simplement un regret, c'est que le Brexit ne soit pas totalement appliqué. Parce que ce qu'il manque pour l'appliquer, ce sont des Brexiteurs. Aujourd'hui, c'est Keir Starmer. Keir Starmer, c'est un mondialiste. C'est un grand copain de Macron. Bon, alors que quand il vote, les Britanniques, et ils l'ont montré il y a quelques semaines aux élections locales, ou ils le montrent dans les législatives partielles, ils votent pour Farage, massivement, plus que jamais. Or, Farage, c'est le plus brexiteur des brexiteurs. Il veut même ajouter maintenant la sortie de la CEDH et la sortie de l'OMS à sa politique. Donc, ce qui prouve que les Britanniques, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas regretter ou sortir du Brexit. Ce qu'ils veulent, c'est que le Brexit soit appliqué totalement pour donner tous ses fruits, ses meilleurs fruits. Dans ce que vous dites, on remarque évidemment plusieurs choses. D'une part, les Britanniques ont donné la parole au peuple, et ensuite, volens-nolens, ils ont mis en œuvre ce Brexit qui leur avait été imposé par la volonté populaire. Ils l'ont mis en œuvre avec beaucoup de mauvaise volonté, puisque ceux qui étaient aux commandes n'étaient pas du tout d'accord, mais il y a quand même cette chose absolument stupéfiante pour un Français de 2025, 2024, 2022, 2021, allez, un Français depuis que Macron a été élu. En fait, quand le peuple parle, le gouvernement obéit et le chef de l'État, quel qu'il soit, se sent tenu par la volonté populaire. Et est-ce que c'est quelque chose dont, en France, on retrouvera un jour la possibilité? Écoutez, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. On est un peu surpris ici de voir des gouvernements qui respectent à peu près des référendums. En tout cas, même les plus anti-Brexiteurs des partis politiques britanniques ne disent pas qu'il faut refuser le résultat des urnes et qu'il faut revenir sur le Brexit. Parce que ce sont des voix extrêmement minoritaires, ça n'existe quasiment pas, même quand ce sont des partis politiques qui aiment plutôt l'Union européenne. Donc il y a un meilleur respect de la souveraineté populaire et de la démocratie. Et je pense que plus les années passent et plus le Royaume-Uni vit en dehors de l'Union européenne, plus forcément il se réaccoutume à la démocratie. Parce que le gros problème que nous avons, nous, c'est non seulement Macron, mais vous savez, ça a commencé avant. Parce que c'est sous Oui. Sarkozy qu'il y a eu le traité de Lisbonne, qu'il y a eu en 2008 le coup d'État gravissime contre la volonté populaire sur la Constitution européenne. Et en réalité, il y a une puissante force qui infuse chez nous une conception autoritaire, antidémocratique, qui s'appelle l'Union européenne, qui est vraiment la force qui pousse à ce qu'il n'y ait pas de référendum, à ce qu'on revote. Vous savez que les Danois avaient revoté, les Irlandais aussi, ou à ce qu'on annule le résultat des référendums. On l'a connu, mais les Néerlandais aussi, les Grecs aussi en 2015. Et aujourd'hui, bon, il n'y a quasiment plus aucun référendum. Donc, et puis, vous savez, maintenant, l'Union européenne va encore plus loin puisqu'elle pousse à l'annulation des élections. On l'a vu récemment en Roumanie. Donc, elle a vraiment un ADN très totalitaire, très autoritaire. Et les Britanniques s'étant extraits de cela, forcément, ils vont renouer avec une tradition qui est très, très ancienne chez eux. C'est un très vieux pays de démocratie parlementaire, bon, avec toutes ses imperfections, mais enfin, quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une qualité démocratique supérieure à la France. Après, il y a le gros problème au Royaume-Uni.
faut pas dire que tout est formidable. Il y a des Non, problèmes, déjà, ils sont anglais, donc de toute façon, oui, il n'y a aucune chance que ça aille bien. Ça peut déjà être un problème, mais surtout, et par exemple, la liberté d'expression est mal respectée. Vous avez en ce moment des Britanniques qui font de la prison pour des tweets. Mais encore une fois, ça, c'est pas l'esprit Brexit. Ça, c'est l'esprit des mondialistes qui s'accrochent au pouvoir malgré le Brexit, malgré la volonté populaire. Mais je pense que ça va être réglé très bientôt. Vous savez, aux prochaines élections législatives, Farage gagnera. Il aura une majorité absolue à Westminster, au Parlement britannique, et il sera Premier ministre. Et quand Farage sera Premier ministre, je peux vous assurer que ça va secouer. Parce que là, le Brexit sera appliqué au bout, jusqu'au bout, et ils iront même plus loin, puisque, comme je vous l'ai dit, il veut maintenant sortir de l'OMS et de la CEDH, sortir de la CEDH par exemple. C'est très important pour reprendre le contrôle sur la politique migratoire. Et alors justement, Florian Philippot, ce qu'on comprend de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, le Brexit n'est pas la fin des fins et qu'en fait, après, il y a encore bien d'autres combats à mener. Vous parlez du sujet de l'immigration qui a certes été largement réduite, mais on sait que sur l'année 2023, c'est 720 000, je crois, immigrés qui sont venus au Royaume-Uni. On connaît les tensions ethniques très fortes qui existent là-bas. Vous parlez aussi du sujet de la liberté d'expression qui est absolument crucial, où effectivement on estime que des milliers de Britanniques ont été condamnés pour des crimes de liberté d'expression. Concrètement, ça veut dire qu'il y a une étape après le Brexit et que ce que beaucoup de souverainistes présentent parfois comme un horizon n'est en fait qu'une étape. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours pris soin de présenter cela comme une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire, imaginez, vous avez une porte avec un gros cadenas. Derrière, vous avez des choses, derrière la porte, vous avez des choses qui sont bien meilleures pour votre pays. D'abord, la première des choses, c'est de faire sauter le cadenas. Après, vous pourrez ouvrir la porte et derrière, vous pourrez profiter ou pas de ces bonnes choses et ce sera à vous de le faire. Vous devrez vous retrousser les manches, vous devrez construire un projet national, vous devrez prendre des bonnes lois, vous devrez respecter votre peuple, vous devrez agir selon des principes sains pour que votre peuple soit heureux, en protection, en sécurité, en prospérité, etc. Mais d'abord, il faut faire sauter le cadenas. Tant que vous n'avez pas fait sauter le cadenas, vous parlez dans le vide. C'est pour ça que la classe politique française, elle tourne en rond. Tout parti politique confondu, en tout cas tout parti politique anti-Frexit, puisqu'il parle de choses qu'il ne maîtrise pas. Et ça donne des scènes de théâtre incroyables à l'Assemblée qui votent contre le Mercosur, par exemple, alors que le Mercosur est décidé par l'Union européenne, qui votent contre l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, alors que c'est décidé par l'Union européenne. Et en ce moment, sur les ZFE et PPE3, donc l'énergie, on n'est pas loin du même sketch, puisqu'en fait, on fait croire qu'il y a des grandes avancées, des grandes victoires, alors qu'en fait, ce sera très largement vu par l'Union européenne aussi, qui nous attend derrière pour faire réappliquer sa loi. Simplement, par exemple, regardez sur l'immigration. Vous avez donné le chiffre de 2023 qui est tout à fait exact, énorme, 720 000. Bon, en 2024, c'est 400 000. Ça reste très élevé, mais c'est en forte baisse. Et cette année, ça va être 200 000 et quelques. Donc, ils vont passer assez nettement sous la France. Parce qu'ils viennent de prendre une loi, là, le 12 mai, très, très drastique, avec beaucoup de dispositions dans cette loi, donc anti-immigration, qui seraient interdites par le droit européen. Donc, ils n'auraient pas pu les prendre s'ils étaient encore dans l'Union européenne. Ça ne sera pas suffisant parce que ça reste Keir Starmer, voilà, c'est pas Farage, mais il y a une pression populaire. Donc, ils sont sur un chemin intéressant, mais il y aura un coup d'accélérateur quand vraiment les Brexiteurs seront au pouvoir. Mais derrière ça, effectivement, derrière le Brexit comme derrière le Frexit, ce n'est pas le bonheur pour 1000 ans. C'est simplement que c'est une condition indispensable. Aucun pays ne peut s'en sortir s'il n'a pas sa souveraineté. C'est une constante de l'histoire, voilà, c'est une constante universelle. Une fois qu'on a notre souveraineté monétaire, territoriale, nos frontières, bancaires, énergétiques, enfin en tout domaine, agricole, industriel, commercial, eh bien ensuite, on fait le boulot. On fait le boulot et on se choisit des dirigeants qui aiment leur pays, patriotiques, patriotes et qui sont compétents. Et puis, on respecte ce que dit et ce que veut le peuple. Ça s'appelle des référendums, ça s'appelle des référendums d'initiative citoyenne. Il y a tout à reconstruire derrière, mais d'abord, faisons sauter ce cadenas épouvantable qui s'appelle l'Union européenne. Et rappelons que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni était rentré dans l'Union européenne en gardant un certain nombre de prérogatives, comme par exemple sa monnaie. Autrement dit, ils ne se sont pas jetés dans les bras de l'Europe comme la France l'a fait. Au moment où... ce qui nous donne une raison, ils étaient ni dans Schengen ni dans l'euro, et moi j'y vois deux raisons supplémentaires pour nous de sortir. C'est qu'en plus on se débarrassera de Schengen et de l'euro. Absolument. On a le sentiment que pendant la campagne du Brexit, c'est-à-dire jusqu'en 2016, on promettait l'apocalypse au Royaume-Uni, et notamment les Français promettaient l'apocalypse au Royaume-Uni.
Ensuite, entre 2016 et 2020, c'est-à-dire date effective du Brexit, tout ayant été enfin signé après que l'admirable Barnier a négocié avec le Royaume-Uni, on a vu un déluge d'articles expliquant que la City allait crouler, que le commerce allait s'écrouler. On ricanait chaque fois que le montant le nombre d'immigrés augmentait. Donc il y avait la volonté d'expliquer que si ce n'est pas le paradis immédiatement, ce ne sera le paradis jamais. En fait, que forcément, quelque chose qui ne produit pas immédiatement des effets est nul et non avenu. Un peu comme si Macron décidait qu'il allait réindustrialiser la France et que si 3 mois plus tard, la France n'est pas encore totalement réindustrialisée, ça signifiait que Macron avait tort. Comment expliquer que... ah oui, d'ailleurs, il semblerait que Macron ait eu tort, puisque ça fait plusieurs années qu'il nous en parle. Comment expliquer que la France est à ce point-là acharnée à expliquer que le Brexit est une mauvaise idée? Alors, c'est pas tant la France, ce sont les européistes. Mais c'est le projet peur. Ça a été théorisé au Royaume-Uni, c'est le Fear Project. C'est le projet peur que nous, on a connu, vous savez, moi, j'ai fait la campagne du non, j'étais jeune étudiant en 2005, au référendum. Et je peux vous dire qu'il y avait aussi le projet peur, pour ceux qui se souviennent. Ça devait être absolument apocalyptique si on votait non. De la même manière, on a vu effectivement le Brexit, ça devait être non seulement, c'était pas simplement que ça n'allait pas produire de résultats, c'est que ça devait être l'apocalypse. Ça devait être l'invasion de sauterelles, ça devait être les îles britanniques qui allaient se détacher du continent pour, je ne sais pas, migrer vers le Groenland cher à Macron, ça devait être vraiment la glaciation pour 10 000 ans ou je ne sais quoi. Et en réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Effectivement, je me souviens de Valérie Pécresse qui nous expliquait que la City allait débarquer à Paris et que on allait devenir, grâce à cela, la première place financière du monde, etc. Bon, on a vu que la City s'est très, très vite redressée. Voilà, moi, ce que je dis simplement, c'est que c'est logique. Hein, vous savez, un pays qui est souverain, ce n'est pas de la magie. La souveraineté, ça veut simplement dire que c'est vous qui décidez des politiques qui sont conformes à vos intérêts. Ça n'est dans la main de personne d'autre. Donc, forcément que c'est efficace. Forcément que c'est plus efficace que ne pas être souverain. C'est mathématique, c'est logique quand on y réfléchit. Puisque vous, comme peuple, vous connaissez vos intérêts nationaux. Vos paysans, ils savent ce qu'il faut faire pour l'agriculture française. Si vous décidez que c'est l'Union européenne qui négocie vos accords commerciaux, vous allez faire une espèce de moyenne, ou pire, vous allez céder au plus fort, c'est-à-dire souvent l'Allemagne, ou au lobby le plus fort, qui peut être américain. Et l'intérêt de votre paysan français, il va être complètement passé par pertes et profits. Donc la souveraineté, ça veut simplement dire que c'est vous qui décidez de l'avenir de votre pays, de votre nation. Donc c'est forcément plus efficace que tout autre modèle. C'est pour ça que le Royaume-Uni, s'il applique totalement le Brexit, va nous surclasser totalement. Ce qui est déjà le cas. Hein. Il est passé largement devant nous en termes de puissance économique, etc. Mais il va nous surclasser de plus en plus si le Brexit s'applique. Florian Philippot, j'ai l'impression que vous faites, pardonnez-moi, hein, mais d'un cas particulier, une règle générale. Je vais prendre un exemple assez concret. Il y a un pays dont le PIB par habitant a rejoint celui de la France récemment, qui est l'Italie. L'Italie de Giorgia Meloni. Également, je pense à d'autres leaders européens que vous prenez peut-être pour... peut-être pas comme modèle, mais au moins comme source d'inspiration. Je pense à par exemple Karol Nawrocki en Pologne, à Viktor Orban en Hongrie, qui sont des leaders conservateurs reconnus et appréciés hein, de la plupart du camp national français. Concrètement, ces gens-là arrivent tout de même à mettre en œuvre une politique efficace dans leur pays. Je pense notamment à ce que fait Viktor Orban sur la question du conservatisme, de la natalité, où il a réussi à faire remonter le taux, à Giorgia Meloni, qui, on le voit, parvient quand même à améliorer la situation financière du pays. Alors, on veut bien potentiellement, effectivement, comprendre que la situation française s'améliorerait en cas de Frexit, encore que, on l'a dit, hein, mais on n'est pas du tout autant impliqué que le Royaume-Uni l'était dans l'Union européenne, mais on a l'impression quand même que pour certains pays, en fait, il n'y a pas de souci pour améliorer leur situation et vivre de manière tout à fait heureuse sans quitter l'Union européenne. Vous savez, vous pouvez avoir des dirigeants dans l'Union européenne qui ont un sentiment patriotique plus fort que Macron, ce qui n'est pas très compliqué. Effectivement, Meloni ou Orban ou Fico en Slovaquie parlent volontiers de leur nation, de leur pays, de leur drapeau, contrairement à Macron, qui lui n'en parle jamais et lui préfère le torchon bleu étoile de l'Union européenne. Très bien, donc il y a effectivement des nuances. Tout le monde n'est pas un clone de tout le monde et il peut y avoir des petites variations de politique.
Simplement, si ce sont de bons dirigeants, alors autant qu'ils sortent de l'Union européenne et qu'ils aient toutes les armes pour mener une politique conforme à l'intérêt de leur peuple. Quel est leur intérêt de rester dans une camisole qui les empêche de mener une politique? Je prends Mme Meloni. Mme Meloni n'a pas du tout réduit l'immigration. Or, je crois qu'elle s'est fait élire là-dessus. Et que si elle est le modèle aujourd'hui du RN et de Reconquête, c'est tout à fait paradoxal, puisqu'il y a 400 000 entrées par an en Italie. C'est ça le programme de M. Zemmour et Marine Le Pen, faire rentrer 400 000 personnes par an? Si c'est ça, il faut l'expliquer à leurs électeurs. C'est ce que fait le Royaume-Uni, on l'a dit. Oui, mais le Royaume-Uni est en train de réduire et le Royaume-Uni est en train d'avoir, lui, les armes pour pouvoir réduire. Madame Meloni, si demain elle veut faire ce que fait le Royaume-Uni, elle ne pourra pas le faire. Pour l'instant, elle ne cherche pas à le faire, hein, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer aussi, de son côté. C'est-à-dire qu'elle dit que pour l'instant, elle a besoin d'une certaine immigration de travail, parce que l'Italie est une population vieillissante, etc. C'est-à-dire que c'est une question de volonté politique. Elle est en train de dire ce qu'il y a dans les rapports de la Commission européenne, qu'il faut accueillir 5 millions par an de migrants, etc. Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle avait dit pendant la campagne électorale italienne. Elle avait dit qu'elle ferait un blocus naval de la Méditerranée, qu'elle allait passer à une immigration quasiment à zéro. C'est pas effectivement, elle a changé de programme. Et vous savez, elle a changé de programme sur beaucoup de choses. Elle devait dire non à la retraite à 67 ans et finalement, elle va à la retraite à 67 ans parce que Bruxelles lui demande. Elle devait prendre une grande loi de défense de l'argent liquide. Elle a renoncé dès les premières semaines de son mandat parce que Bruxelles le lui a interdit. Donc ne faites pas de Mme Meloni un énorme modèle parce que vous allez être déçus. Elle peut avoir des accents patriotiques, mais je crois qu'il y a beaucoup de tromperies surtout. Voilà. Quant à Orban et Fico, il me semble un peu plus conséquent que Mme Meloni, et je pense qu'ils iront à un moment, s'ils sont conséquents jusqu'au bout, ils iront vers une sortie de leur pays de l'Union européenne, à tel point même que Fico vient d'évoquer une sortie de l'OTAN, ce qui est une première pour ce pays, il y a la semaine dernière, comprenant qu'il était embarqué dans des guerres qui ne sont pas les siennes et qu'il en avait un petit peu marre. Voilà, de toute façon, quel est l'intérêt, encore une fois, de vouloir courir beaucoup plus vite en gardant un boulet au pied? Autant se libérer du boulet. Et nous pourrons ensuite, effectivement, si Macron demain était au pouvoir, même dans une France du Frexit, je pense que ça ne se passerait pas bien, si c'est ça votre question. Donc ce qu'il faut, c'est aligner deux choses. D'abord, avoir les instruments de la liberté et de la souveraineté, parce qu'il n'y a aucune raison que des patriotes, des gens qui aiment leur pays, qui aiment la France, acceptent qu'il y ait une autorité supranationale. Je veux dire, quand on est patriote, on ne veut pas que son pays soit sous tutelle. Ça devrait être une base, ça devrait être la base. Moi, je n'accepte pas qu'il y ait un droit supranational, qu'il y ait des autorités non élues à Bruxelles, complètement corrompues, qui décident pour mon pays. C'est le principe de base. Normalement, si Mme Meloni, elle est patriote italienne, elle ne doit pas accepter ça. Or, je vois qu'elle est très copine avec Ursula von der Leyen. Et ça me pose un problème. Quant à sa politique étrangère, j'ai oublié cet aspect-là aussi, elle est très mauvaise. Sa politique étrangère consiste aussi à financer l'Ukraine, à armer. La seule différence qu'elle a avec Macron, et c'est bien pour elle, c'est qu'elle ne veut pas envoyer de soldats italiens là-bas. Au moins, c'est déjà pas mal. Donc, nous recevons Florian Philippot pour étudier la question du Brexit 9 ans après que le référendum en a acté le principe. Tout à l'heure, nous recevrons François Asselineau pour parler de la situation internationale. Je reviens vers vous, Florian Philippot. Ce qu'il y a de fascinant, c'est pendant ces 5 ans où vous avez dressé un tableau, somme toute, assez positif du Brexit, avec, en tout cas, en prenant comme étalon la France, donc c'est peut-être aussi l'étalon le plus faible qui soit pour comparer un pays européen à un autre. Donc on voit que le Royaume-Uni s'en sort mieux que les anti-Brexiteurs ne le disaient. Mais en Angleterre, pendant ces 5 ans, Nigel Farage, qui s'était retiré de la vie politique, est revenu, si j'ose dire, en colère, façon Terminator, en expliquant que rien ne va. C'est-à-dire que lui-même a l'air de considérer que le pays n'est pas du tout sur les bonnes... sur les bons rails. Oui, ce que je disais, c'est-à-dire qu'il estime, il fait l'analyse, moi je le connais bien, Farage, il fait l'analyse que le Brexit n'est pas respecté, parce qu'il n'est pas mis en œuvre par des Brexiteurs. Il peut y avoir des éléments qui sont positifs déjà, qui produisent déjà des résultats, j'en ai donné quelques-uns, mais c'est vrai qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que les Britanniques ne regrettent pas le Brexit, parce qu'ils votent massivement pour Farage. Il a fait des scores extrêmement impressionnants aux élections régionales, locales, il y a quelques semaines dans son pays. Et les dernières partielles législatives, il les a gagnées, y compris dans des circonscriptions qui n'étaient pas du tout acquises. Donc voilà, moi j'espère que pour eux, que les Britanniques auront Farage. Au moins, ils régleront ce problème. Il appliquera le Brexit jusqu'au bout, ce qui lui donnera des armes que nous n'avons pas, piégées par l'Union européenne, que nous n'avons absolument pas, pour arrêter quasiment totalement l'immigration, pour pouvoir expulser qui il veut, pour retrouver des frontières et pour pouvoir redresser l'économie de son pays, son industrie, son agriculture, son commerce. Voilà, c'est ce que permettra de faire la souveraineté. Et c'est ce que veulent les Britanniques, ce que veulent en fait tous les peuples du monde. Mais il faut encore qu'on leur explique. En France, il n'y a pas de débat à la télé sur le Frexit. Il n'y en a pas. Pourtant, un sondage avait montré l'an dernier qu'il y avait déjà 36% des Français qui voulaient le Frexit.
Et pourtant, est-ce que vous avez l'impression que ça représente 36% du temps d'antenne? On en est extrêmement loin. Je pense qu'on n'est même pas à 0,36%, même pas à 100 fois moins. Donc voilà, il y a un énorme problème démocratique en France. Et le Frexit ayant été abandonné par tous les partis parlementaires, de LFI au RN, et il n'y a pas un seul aujourd'hui parlementaire français pour le Frexit sur 950. Il n'y a pas un seul eurodéputé français sur, je crois, 81 ou je ne sais plus combien ils sont, pour le Frexit. C'est un énorme problème, alors qu'il y a 36% des Français qui sont pour le Frexit. Donc là, vous avez un vrai gros problème démocratique. Je voudrais dire un mot quand même sur l'international, si vous voulez bien, sur l'Iran, parce qu'on fait une manif dimanche pour la paix. Donc, allons-y. Je vous poserai quand même une question sur la CEDH et l'OMS. Mais donc, parlons Iran. Oui, sur l'Iran, non. Moi, j'ai réagi en étant très inquiet par ces frappes américaines et qui, à mon avis, ne correspondent absolument pas à la promesse de campagne de Donald Trump. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de MAGA qui sont... il parle maintenant, ce matin, de changement de régime. On voit beaucoup de MAGA qui se fracturent et qui sont très déçus par ce comportement qui se rapproche finalement de ce qu'était l'Amérique impérialiste qu'on a connue, des néoconservateurs. Je crois que la France doit avoir une position de dialogue, de négociation et de paix. Il n'y a il n'y a jamais de bons qui sortent des guerres préventives. Il n'y a jamais de démocratie au bout des missiles. Jamais. Il n'y a jamais de changement de régime qui se passe bien au bout des missiles. Surtout dans un pays qui a plus de 90 millions d'habitants et qui est aussi stratégique pour les questions économiques et énergétiques mondiales. Et je vois ressortir d'ailleurs des arguments, et ça me peine. On a l'impression de revenir à la petite fiole de Colin Powell devant l'ONU en 2003 avec les soi-disant armes de destruction massive de l'Irak, puisqu'on nous reparle maintenant d'un programme nucléaire qui est à 2 semaines d'aboutir. Bon, CNN a fait un récapitulatif de toutes les déclarations de Netanyahou depuis 1996. Depuis 1996, ils disent que le programme iranien est à 2 semaines d'aboutir. Voilà. Donc, et Jean-Noël Barrot le dit aussi. Oui, alors Tulsi Gabbard, qui est la directrice nationale du renseignement aux États-Unis, qui est excellente, avait dit en mars au Congrès américain qu'il n'y avait pas d'avancée du tout d'un programme militaire nucléaire iranien, ce qui est confirmé par la plupart des experts. Et aujourd'hui, on ressort cela, alors ça fait faux prétexte. Alors, voilà. Alors, en disant pardonnez-moi, Florian Philippot, oui. Normalement, pour faire du nucléaire civil, on enrichit à 5%. Et oui. Là, les Iraniens expliquent qu'ils ont enrichi à 60%. Donc, c'est quand même... Ce serait... si 5% suffisent et les 32 pays qui ont de l'énergie nucléaire sont en train, eux, de se contenter de 5%, y compris la France, c'est quand même bizarre que l'Iran en soit arrivé à 60%. Dans tous les cas, le mieux est quand même qu'il y ait des inspecteurs de l'AIEA sur place, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui ont eu des rapports qui étaient plutôt non alarmistes ces dernières semaines. Autre point commun avec l'Irak en 2003, où c'est l'AIEA qui a avertissé que la diplomatie américaine était en train de mentir. Or là, qu'est-ce qui va se passer? On va radicaliser le régime. L'AIEA, à mon avis, les inspecteurs ne pourront plus y retourner, donc on sera encore plus aveugle sur ce qui se passe. Et nous risquons, outre le risque d'attentats, de représailles et de sur-représailles derrière, d'infection de la plaie de la guerre, y compris pour des intérêts français peut-être qui pourraient être mis en cause, nous risquons derrière quoi? Un chaos, s'il y a changement de régime forcé. Derrière le chaos, nous aurons quoi? Préparez-vous à accueillir quelques millions d'Iraniens en France. Vous le souhaitez? Parce que moi, je vois des gens qui sont au RN et Reconquête qui sont ravis de cette attaque. Comme si l'histoire n'existait pas depuis 30 ans, comme s'il n'y en avait pas eu en Irak 2 fois, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, en Yougoslavie, qu'à chaque fois, ça avait été une catastrophe. Je les vois ravis. Je crois qu'ils le seront moins dans quelques années s'il faut accueillir quelques millions de réfugiés supplémentaires qui viendront de ces pays, ce qui sera inévitable. Le président turc Erdogan a déjà prévenu les pays européens là-dessus. Moi, je crois que nous devons avoir un rôle de négociation. Je ne suis pas du tout un défenseur du régime des mollahs. Vous savez, moi, j'ai été pendant 3 ans et demi sous protection policière, car menacé par les islamistes. Donc, je sais ce que c'est que la menace islamiste. 3 ans et demi de protection policière, 24 heures sur 24, je peux vous assurer que ça pèse. Je sais très bien ce que c'est. Moi, j'ai le Qatar qui a porté plainte contre moi, l'État du Qatar, parce que je dénonçais l'islamisme. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Mais je sais aussi une chose, c'est que ces guerres-là, elles ne mènent jamais à rien, si ce n'est qu'à plus de chaos et à plus d'ailleurs d'immigration dans nos pays ensuite. La France doit avoir un rôle historique là-dessus, un rôle de négociation de paix, celui qu'elle avait eu en 2003 sur l'Irak. Et moi, j'appelle tous les Français qui sont attachés à la paix, sans naïveté, mais à la paix, et à une France libre, sortie de l'OTAN, sortie de l'UE, à venir ce dimanche 29 juin à Paris pour une grande marche nationale pour la paix.
Ça sera rendez-vous à 14h, place du Palais Royal, et le cortège, il partira à 15h. Mais venez tous très, très, très nombreux. Je parle de ça, je parle aussi de l'Ukraine. Nous allons avoir un sommet de l'OTAN qui commence demain, qui est très inquiétant sur l'Ukraine, parce qu'ils veulent continuer à financer, à donner des milliards, des armes, voire Macron continue de parler d'envoyer des soldats français. C'est une autre source d'inquiétude. Justement, Florian Philippot, sur ce sujet de l'Ukraine, vu qu'on est parti sur l'international, Vladimir Poutine affirmait il y a 2 jours que les peuples russes et ukrainiens ne font qu'un. Il en a conclu donc que toute l'Ukraine appartenait à la Russie. Est-ce que c'est pas une parole qui, en fait, va à l'encontre de ce que vous dites en expliquant que finalement Vladimir Poutine ne veut pas la guerre? On voit que actuellement il est en train de frapper Kiev avec des missiles balistiques, ce qui n'était pas encore arrivé. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? C'est vrai qu'il ne veut pas la guerre, parce que c'est lui qui a fait l'opération de février 2022. Ça, c'est indéniable. Mais moi, j'ai toujours dit que l'histoire avait commencé bien avant 2022. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Je recommande d'ailleurs cet excellent livre de Benoît Paré, qui est un expert de l'OSCE français, Ce que j'ai vu en Ukraine. Que nous avons reçu 2 fois sur Radio Courtoisie. Oui, donc vous savez à quel point il est. Et moi, je l'ai reçu aussi sur ma chaîne. Il est brillant et il n'avait pas de parti pris. Hein, il n'est jamais allé en Russie et il explique la vérité. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est le signe, c'est le symptôme d'une absence de dialogue. Moins on discutera, plus on prendra le risque d'avoir ce genre de déclaration et d'attaque militaire. Plus nous on dira on va envoyer des soldats, on continue d'armer l'Ukraine, on continue de faire mourir des gens pour rien jusqu'au dernier Ukrainien, on continue d'envoyer des milliards alors qu'à côté on demande aux Français 42 milliards d'austérité, plus on prendra le risque d'une confrontation, d'une radicalisation de tous les camps. Donc là aussi la négociation est 1000 fois préférable et nous ne devons pas nous couper de la Russie. Nous avons tant d'intérêts culturels, économiques, énergétiques en commun, tant d'histoires en commun, que c'est une folie de nous pousser à la guerre alors que nous n'avons aucune raison, nous, Français, de faire la guerre à la Russie. Alors, juste une dernière question pour revenir très brièvement sur le Brexit, puisqu'il reste 52 secondes. Est-ce qu'on peut facilement sortir de la CEDH, plus facilement qu'on peut sortir de l'Union européenne ? C'est facile de sortir de l'Union européenne, il faut juste le notifier à Bruxelles. Oui, et puis CEDH, après ça, il y a 4 ans de discussion. Donc, voilà, non, mais justement, les Britanniques nous ont montré, on pourra le faire plus vite. C'est l'intérêt du Brexit, c'est on sait comment faire plus vite. Mais on a une expérience maintenant. Mais sur la CEDH, c'est très, très important. Mais il faut se grouiller pour quitter la CEDH. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Union européenne elle-même va adhérer à la CEDH. Elle l'a annoncé la semaine dernière et elle en a l'obligation, c'est écrit dans le traité de Lisbonne. Elle ne l'a pas encore fait. Or, une fois que l'Union européenne sera dans la CEDH, si vous quittez la CEDH, mais que vous êtes encore dans l'Union européenne, vous êtes encore dans la CEDH parce que l'Union européenne l'est elle-même. Or, quitter la CEDH, quitter l'OTAN, quitter l'OMS, quitter toutes ces structures supranationales, c'est indispensable. Ce sont toutes les mêmes facettes du même problème, du problème mondialiste. Ce ne sont pas des instances. D'ailleurs, vous remarquerez, ils se remplacent les uns les autres. Hein. Mark Rutte va à l'OTAN, Ursula von der Leyen était pressentie aussi pour l'OTAN. À mon avis, Macron ira à la Commission européenne. Où il essaiera de se créer un traité sur mesure pour devenir président de l'Union européenne, le premier de l'histoire. C'est bien son genre. Mais il faut arrêter tous ces gens-là avant cela et sortir de ces instances. Bien, merci beaucoup Florian Philippot et à très bientôt sur Radio Courtoisie pour continuer à en parler.